bienvenue du coup pour Sculpture Psy du coup qui est dans le cadre de la semaine ISO-contention qu'on organise sur l'hôpital. Du coup il y a eu plusieurs ateliers, il y a eu plusieurs interventions lors de toute la semaine dans différents services de l'hôpital concernant cet isolement, l'isolement à la contention et sans plus attendre on va en fait aborder quelque chose qui est un sujet d'actualité dans la mesure où il y a eu un changement de loi. L'article 84 du projet de la loi de sécurité sociale du coup qui en fait nous a beaucoup on va dire sinon agité justement, nous a beaucoup occupé lors de cette année en psychiatrie. Alors donc le plan de l'intervention, ou d'abord on va peut-être commencer par une citation sur le goût de comprendre. Enfant, on se posait tous des tonnes de questions, on voulait tout comprendre sur tout. Maman, pourquoi le ciel est bleu? Souvent les réponses étaient approximatives ou inventées par nos parents, mais ça on s'en fichait. Mettre des mots sur nos interrogations nous rendait heureux. Et puis un jour on grandit, ces questions deviennent des questions d'adultes et elles sont beaucoup moins drôles. Petit à petit on perd le goût de comprendre parce que répondre à ces questions là c'est délicat. Face à cela, les moins courageux refermeront les livres et ne voudront plus jamais entendre parler de philo, tandis que les plus téméraires, eux, ne pourront faire demi-tour. La philosophie les aura bousculés et c'est en étant bousculés que l'on retrouve la folle envie de tout comprendre. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette introduction-là, c'est qu'en effet on va prendre un peu le sujet de l'isolement, de la contenance, notamment du côté des sciences humaines. Et donc c'est vrai que la matière qui est le plus en rapport avec les sciences humaines, c'est plus ou moins reine des sciences humaines, c'est la philosophie. Et justement, on va avoir une approche en termes de concept. La philosophie en fait prend le parti de dire qu'en fait et c'est ce qui est dit là, en fait on va plus prendre des décisions en fonction de concepts, d'apprentissage, de principes qu'on a acquis ou qui nous sont naturels. Et c'est ça finalement qui forme plus l'ensemble des décisions qu'on prend tous les jours qu'une étude scientifique ou que quelque chose qui serait du domaine de la loi. Voilà. Donc la première partie, pour un peu faire une introduction à la façon dont on va aborder l'isolement et la contention, sera sur sens, vérité et technique. Ensuite, on parlera de la notion de contenance et comment elle a évolué vers la notion de contention. Voilà, on parlera de l'article 84 en lui-même. Ensuite, je vous ferai une introduction au modèle SafeWord, qui est un modèle en fait de compréhension des moments où on peut avoir une agitation, une insulte, un refus de traitement, une fugue, et comment on peut voir différents domaines. Du coup c'est sur 6 domaines où il va y avoir des variables qui vont pouvoir influer chez un patient sur l'occurrence de ces événements. Et donc c'est fait par c'est un prof infirmier en psychiatrie londonien, et donc on va voir ensemble un peu qu'est-ce qu'il a monté comme modèle et dans quel contexte. Et aussi une application, on va faire une application sur un patient que j'avais suivi à Vichy-Ouest à l'époque, et donc j'avais fait mon DES de psychiatrie dessus. Et ensuite on pourra poser des questions diverses sur un lien qui contient, un lien qui soutient. Il faut faire la différence du coup entre le sens, la vérité et la technique. Donc ça c'est un ensemble de concepts qui est posé par Christian Godin. Christian Godin c'est un professeur de philosophie contemporain clermontois dont je vous conseille vraiment les écrits et les interventions, parce que je trouve que déjà il est extrêmement didactique, donc on comprend ce qu'il raconte, et en plus c'est des concepts du coup qui vont aider à penser non seulement la santé mentale mais les différents domaines de savoir qu'on peut utiliser non seulement dans la clinique, c'est-à-dire au niveau de l'hôpital, mais aussi au point de vue théorique dans vos vies de tous les jours. Alors il faut faire la différence entre la vérité où finalement on va avoir des énoncés vrais. La vérité est pas contestable, la vérité est objective, nécessaire et universelle. Okay, donc le domaine de la vérité, ça va par exemple être le domaine des maths. Il ne viendrait pas à l'idée de critiquer un théorème de Pythagore,
Voilà, la plupart du temps d'ailleurs, dans les mathématiques, on va poser quelque chose, on va poser une hypothèse, un axiome, voilà, et puis on va essayer de le démontrer, et généralement on arrive à le démontrer, donc ça devient une vérité. Okay. Et puis c'est aussi le domaine de la loi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une loi la loi s'impose à nous, à partir du moment où elle est créée, je dirais, légiférée et promulguée, on ne peut pas la discuter. Okay. Donc ça va être ce domaine-là, le domaine de la vérité. Ça peut être aussi le domaine des sciences, et c'est au-delà de ça, c'est des sciences fondamentales, et pas des sciences humaines. Et en effet, dans les sciences fondamentales, on va avoir accès à une réalité. Encore une fois, voilà, cette vérité, elle est universelle, elle est nécessaire, et elle n'est pas discutable. Quand on va parler de sens, et ce qui est toute l'autre approche, on va parler au contraire d'interprétation. Les interprétations, du coup, vont être sujets à controverses, à des polémiques et à des désaccords. Okay. Donc là, ça va être le domaine de l'art, le domaine de la religion, le domaine de l'éthique aussi, mais c'est le domaine de l'humain et donc du soin. Okay. Quand on se réunit en émettant une interprétation d'un symptôme ou d'un phénomène qu'on a constaté, ensuite il y a une forme, je dirais, de débat, mais en tout cas un échange d'idées, et ensuite on va créer quelque chose à faire. Donc là, pour moi, on est plus dans le domaine du sens, de l'approche, et on voit aussi qu'en fonction des théories qu'on va utiliser, on va avoir des interprétations différentes des symptômes qu'on a. Si par exemple on prend une approche strictement biologique, on pourra interpréter ce qu'on voit, une hallucination, en disant ben voilà, c'est une hyperdopaminergie. Si on prend une approche psychanalytique, on peut dire que les hallucinations sont des moyens de défense. Un moyen de défense, c'est-à-dire que le sujet, en partant dans un délire, arrive à faire avec cette réalité qui l'angoisse. Ok ? On pourrait prendre d'autres exemples. Donc, les interprétations, on va avoir notamment des patients qui vont pouvoir dire « ma vie n'a plus de sens ». L'interprétation, c'est le rapport qu'on a à la réalité, le rapport entre soi-même et la réalité. Chacun a un système de compréhension du monde qui est fait de représentations de sens. Voilà. Il y a divers objets d'interprétation, et donc on va être plus là dans le domaine du regard. Okay, donc on peut, quand on voit une peinture, mais comme du coup on discute d'un patient, il va y avoir des regards différents, et des regards qui en effet non seulement sont créés par notre système de compréhension, mais aussi par le temps et ce qu'on a constaté. C'est pour ça qu'entre notamment l'équipe paramédicale et le médecin, on ne va pas avoir les mêmes constatations, on va plus avoir une continuité et une constatation qui est sur un temps plus long avec les patients quand on est du côté paramédical, et en effet on va avoir des constatations qui sont que dans le cadre d'une consultation avec les médecins. Pour le coup, c'est complémentaire. C'est complémentaire et ça nous permet d'étayer une hypothèse théorique. Mais pour moi, ça reste du sens, ça reste des approches. On peut trouver un sens commun, mais c'est ce qui fait qu'une hypothèse peut être discutée. C'est ce qui fait que 1, 2, 3 semaines après une prise en charge qui dure, parce que généralement quand ça ne dure pas, c'est qu'on a émis l'hypothèse qui en tout cas nous a permis de travailler, nous a permis d'aller vers une aide du patient, mais ça arrive qu'on change d'hypothèse. Et dans ce cas-là, on dit, mais on ne comprend pas pourquoi on avait dit avant que c'était du... Je vais prendre exprès des termes psychanalytiques, parce qu'avec la psychanalyse, on est plus de ce côté-là, dans le domaine des sciences humaines. C'est un ensemble de concepts, en fait, les concepts psychanalytiques. Je ne pense pas qu'on puisse parler de vérité. Et donc, c'est pour ça que des fois, on va pouvoir avoir des changements de diagnostic. Okay. Et donc, cette vérité et ce sens sont à différencier de la technique. La technique qui est plutôt une recette ou un procédé, et où on va toujours avoir une solution meilleure qu'une autre. Exemple, si on nous demande comment construire un pont, il y a une technique qui est meilleure qu'une autre en fonction de l'endroit où on est, du climat, ou choses comme ça. C'est plus discutable dans non seulement les approches psychothérapiques.
Parce qu'en effet, est-ce qu'il y a une technique qui est meilleure qu'une autre? Ça a été d'ailleurs l'objet de tout un débat en 2004. C'est-à-dire qu'en 2004, en fait, il y a eu une grande étude qui avait été menée où on avait prouvé que globalement la thérapie cognitivo-comportementale était plus, efficace dans les troubles anxieux. Et puis je crois, il y avait 6 à 8 troubles différents sur lesquels elle est efficace, alors que la psychanalyse, en fait, n'apportait pas a priori une efficacité ou alors très peu à la limite dans les troubles de la personnalité. Voilà, donc il y avait eu un grand tollé, et je pense avec une certaine raison, c'est que pour pouvoir évaluer une psychothérapie, et d'ailleurs pour pouvoir avoir un objet de recherche fondamental, on va avoir une méthode de recherche, une méthode d'observation qui est réductionniste et qui est, comme on travaille en labo. C'est-à-dire que pour observer quelque chose et pour être sûr qu'on observe la même chose, c'est-à-dire pour être sûr que, par exemple, là, la personne que je vois est schizophrène, et que, par exemple, le chercheur, je vous dis une bêtise, qui est en Chine, lui aussi, on parle du même patient, enfin du même type de patient quand on voit des schizophrènes, il faut qu'on trouve des critères qui nous permettent à tous les coups de dire ça c'est de la schizophrénie, ça c'est de la dépression, ça c'est ce que vous voulez. Sauf que quand on est dans le cadre de la psychiatrie, dans le cadre de l'approche psychothérapique, c'est un peu compliqué d'indiquer ça. Autant, je vous dirais, quand on est en cardiologie ou dans d'autres en infectio, vous allez pouvoir retrouver un objet, c'est-à-dire soit dans une infection un agent pathogène, soit en cardiologie, par exemple vous avez un infarctus, il y a la troponine qui augmente et à tous les coups vous êtes sûr qu'il y avait un infarctus parce qu'il y avait souffrance cardiaque. Okay, en psychiatrie, il n'y a pas ça. Non seulement il n'y a pas ça, mais on va avoir toujours un diagnostic qui est clinique, c'est-à-dire que ça vient de l'interprétation du psychiatre, en l'occurrence, ou du médecin, de l'interprétation qu'il a fait des symptômes. Et donc, en fonction des nosographies, si vous avez un psychiatre qui est plus orienté psychanalyse, il va classer ça en névrose, psychose, à la limite borderline, et c'était les anciennes classifications. Nous, aujourd'hui, là, on est formé au DSM. Okay. Donc le DSM, en effet, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils allaient, en fait, ils ont essayé de faire une statistique sur des symptômes et dire qu'à partir du moment où il y avait ces symptômes-là, plus un critère, le critère E, qui est un critère qui est commun à toutes les pathologies psychiatriques, c'est-à-dire que s'il y a une altération du fonctionnement social, familial, professionnel, c'est à ce moment-là où on pose un diagnostic. Mais quand il y a eu c'est à partir du DSM-4 qu'on a utilisé la statistique, il y a eu une grande controverse, pour le coup, c'est le cas de le dire, parce que difficile de classer des impressions, enfin des interprétations subjectives. Okay. Les psychothérapies, c'est un peu la même chose. Vous pouvez faire 1100 psychothérapies, il y a un coup, va y avoir, ça va pas être le même temps de la journée, ça va surtout pas être la même personne en face, ça va pas y avoir le même échange de mots, le patient va pas forcément en être au même temps. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a vraiment un débat, ça pourrait être d'ailleurs l'objet d'un autre culture psy sur les psychothérapies. Est-ce que les psychothérapies sont efficaces? Comment prouver qu'elles sont efficaces? Vous voyez, d'un point de vue, je dirais, de sciences fondamentales, parce que à côté de ça, psychothérapie, c'est-à-dire traiter par la parole des problèmes qui seraient d'ordre psychologique, par le média de la parole, c'est des choses qui sont utilisées depuis l'Antiquité, et on va dire que tout le monde a constaté que quand on parle, s'il n'y a pas quelque chose à minima descriptif qui peut nous interroger, qui peut nous aider au niveau du diagnostic, c'est toujours quelque chose qui apaise. Passer par les mots, c'est ne pas passer par l'acte, et mettre du sens sur les mots, c'est-à-dire arriver à nommer certaines choses, ça soulage. Voilà. Et donc c'est tout notre travail. Voilà. Donc ceci étant dit, n'hésitez pas. Voilà, s'il y a des incompréhensions. On va passer à la deuxième partie, donc de la contenance à la contention. De la notion de contenance et même à celle de restriction de liberté. C'est tout le paradoxe de la psychiatrie qui se rejoue ici.
John Christian Ryle, c'est un des précurseurs de la psychiatrie, un des contemporains, sinon peut-être un peu avant, je crois que je sais plus si c'était un Autrichien ou un Allemand, mais de Philippe Pinel, qui est le premier psychiatre. Et John Christian Ryle disait que la psychiatrie avait deux buts qui pouvaient être paradoxaux: protéger le fou de la société et la société des fous. Exactement, je crois que c'était plus protéger la société des fous tout en soignant le fou, voire en essayant de le réintégrer dans la société. Vous voyez ? Donc ça peut paraître quelque chose de paradoxal, mais c'est vrai qu'on est toujours en psychiatrie dans des couples dialectiques, c'est-à-dire des oppositions et des mouvements. Il y en a d'autres, c'est-à-dire que par exemple pour interpréter les phénomènes de folie, on va osciller entre les psychistes, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir des hypothèses de la psyché et un ensemble de concepts, et les organicistes, des médecins qui eux vont chercher un déficit hormonal, un gène, une lésion qui puisse expliquer la folie. Que ce soit l'un ou l'autre, on n'a jamais réussi à dire bon, voilà, à tous les coups ça fonctionne. Voilà, aujourd'hui, a priori, le cerveau d'un patient schizophrène est à peu près comme vous et moi. On émet en effet qu'il y a une hypothèse d'hyperdopaminergie, mais elle est émise par déduction. C'est-à-dire que quand on a découvert les premiers neuroleptiques, on s'est rendu compte que ça diminuait les délires. On a observé les neuroleptiques et on s'est rendu compte que les neuroleptiques, en s'accrochant au récepteur à la dopamine, diminuaient le taux de dopamine dans le cerveau. S'il diminue le taux de dopamine dans le cerveau, c'est qu'il doit y avoir une hyperdopaminergie. Vous voyez. Mais ce qui contrebalance un peu ça, c'est que si c'était ça, je dirais au même titre que le diabète, ou si c'était que ça, a priori, il suffirait de mettre les patients sous dopamine et puis on n'aurait plus de schizophrénie. Alors ça a été un grand progrès, la biologie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 70% des patients qui à l'époque étaient dans les asiles qui en sont sortis. Et on est sur du 75% finalement, on va dire que pour un premier épisode de schizophrénie, il n'y a que 25% des schizophrènes qui évolueront vers une chronicité sans qu'on puisse avancer. 50% d'entre eux évolueront à intervalles libres, c'est-à-dire qu'ils viennent, on met en place un traitement, ils repartent, et puis ensuite on a des patients chroniques qui seront toujours dans un système de soins, non seulement à l'hôpital, mais nous c'est ceux qui s'y ont suivi, qui sont suivis de secteurs qu'on connaît extrêmement bien, et qui, pour le coup, malgré les multiples chimiothérapies qu'on essaie de mettre en place, vont avoir une diminution des symptômes, mais pas quelque chose qui leur permette de vivre, je dirais, dans un cadre où il n'y a pas d'altération du fonctionnement social, familial ou professionnel. Donc voilà, donc c'était intéressant, c'est que du coup j'ai pu hier un peu, on avait l'intervention là, du docteur Berton où du coup il disait que en fait la contenance, on parlait de la contenance et lui c'est ce qu'il a appris, c'est que quand on contenait quelqu'un, c'est un peu ces personnes qui ont besoin de l'autre pour se retenir, qui ont une absence de limite. Retiens-moi ou je fais un malheur, voilà. Et on a aussi la notion, on y reviendra après, de contenance psychanalytique qui permettait d'expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la pathologie mentale, elle peut être vue comme une absence de limite. Absence de limite de la réalité dans la psychose, dans la schizophrénie. Absence de limite à une tristesse dans la dépression, jusqu'à pouvoir avoir des idées suicidaires et en finir. Absence de limite, au contraire, dans l'élévation de l'humeur, dans la décompensation maniaque. Et donc cette absence de limite, elle doit être contenue. Elle doit être contenue parce que c'est des personnes qui ne sont plus capables de se contenir. Un peu comme quelqu'un dirait arrête-moi sinon je fais un malheur, retiens-moi, c'est un moment où... voilà. Et ça a pu arriver à tout un chacun, je veux dire, d'avoir un épisode de colère où on va dire ça, on a besoin de s'isoler. Ces patients, ils ne sont pas capables de faire ça, et donc la psychiatrie était le lieu, je discutais avec lui tout à l'heure, où on créait des chambres, du coup, où ils pouvaient être, où ils pouvaient trouver refuge, et où finalement, à des moments d'agitation, l'équipe était là pour leur permettre d'être contenus. Okay. Donc ça, c'est ce qui était enseigné et ce qui avait cours. Et on a évolué plus aujourd'hui vers... Enfin, c'est même pas qu'on a évolué, c'est que lui, ce qu'il racontait, c'est qu'en fait, il y a deux visions
de ça. Donc il y a cette vision où c'est une contenance qui est nécessaire, ou au-delà d'être nécessaire, qui est thérapeutique, et une autre vision où finalement la contenance ne servirait qu'à une sécurité, en voyant la contention comme quelque chose qui va de facto être traumatique pour tout un chacun, y compris pour un patient qui a une altération de la perception de la réalité. Et à ce titre, c'est une restriction de liberté, et donc si on est dans le cadre du soin, ça n'est à utiliser qu'à titre d'exception. Voilà. Et où, en effet, mais c'est une conception qui en plus est, je dirais pour le coup, je dirais pas plus anglo-saxonne parce qu'il y a eu des mouvements en France où c'était défendu aussi, mais c'est cette conception que avant d'être un sujet, on est un citoyen comme un autre, et donc à ce titre-là, on doit être, il doit y avoir la possibilité, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut se retrouver demain en psychiatrie et avoir besoin, voilà, et donc il faut que ce soit mis en place à titre exceptionnel. Voilà. Cette chambre d'isolement qu'on crée pour ne pas s'en servir, donc c'est ce qui est intéressant, c'est que finalement hier on a inauguré une chambre d'isolement. C'est intéressant quand ce qu'il disait, c'est quand on est en cardiologie, vous inaugurez un échographe et c'est pour s'en servir, alors qu'en fait là on va mettre en place une chambre d'isolement pour justement ne pas s'en servir. Okay. On reviendra après, parce qu'en effet c'est quand même étayé, hein, cette démarche de contenance, de contention pour le coup par des études, mais il est important pour moi qu'il y ait les deux notions, parce que pour moi on est encore quand même dans un domaine d'approche. En revanche il y a une loi, et comme je vous disais, la loi fait vérité, la loi s'impose. Alors, la notion de contenance, donc Winnicott c'est un psychanalyste qui est à l'origine en fait de la théorie de l'attachement, disait que lorsque la mère contient l'enfant physiquement, par les soins corporels qu'elle lui donne, par sa proximité, ses caresses, par sa manière de le porter, elle délimite ainsi le corps de l'enfant et lui permet de ressentir et d'intégrer les limites externes de son propre corps. De la même manière, sur le plan psychique, par une adaptation optimale de la mère au petit enfant et à ses besoins, par sa disponibilité, sa capacité d'apaisement, ça aussi c'est très important dans le lien mère-enfant des premiers temps de la vie, d'écoute et de retransmission, elle permet à l'enfant de se sentir progressivement comme un ensemble d'éléments cohérents et contenus, et d'élaborer ainsi un moi, donc une perception de lui, un monde interne personnel lui aussi contenant, peut être construit. Une peau psychique émerge ainsi, comparable à l'enveloppe corporelle. Donc on voit qu'ici on est dans une clinique, c'est-à-dire que Winnicott il suivait des enfants, et l'hypothèse psychanalytique, c'est qu'en fait un enfant quand il naît, il n'a pas la vision, il n'a pas l'ensemble de sens développés qu'on peut avoir maintenant, et donc il ne va avoir que des sensations. Et donc il va avoir une représentation extrêmement partielle finalement de la personne qui s'occupe de lui. La plupart du temps, la mère. Il faut savoir que 80% du temps, la personne sécure, c'est-à-dire la personne principale, le lien d'attachement se fait avec la maman, statistiquement, et c'est quelque chose qui est, entre guillemets, je veux dire, beaucoup plus étudié que notamment le lien au père. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, l'enfant, il va avoir une cohésion, ou plus ou moins, il va arriver à percevoir l'ensemble de ce qu'est sa mère. Et il va la nommer. C'est le moment où les petits-enfants vont dire maman ou papa. Et c'est parce qu'il définit maman qu'il va arriver à faire aussi une séparation entre ce qui est en dehors ou en dedans, entre il y a maman et maman est différente de moi. Okay. Tout le processus finalement et ce qui est un des principes psychanalytiques, tout le processus, je dirais d'éducation, mais de maturation, va être une histoire de séparation, va être une histoire d'autonomisation. Okay. C'est important parce que finalement c'est un principe porté par la psychanalyse, et si en effet on ne prend pas conscience de ça, c'est vrai qu'on va très vite critiquer quand par exemple quelque chose qu'on pouvait m'apprendre moi de ce côté-là, c'est que un parent qui a bien fait son travail, entre guillemets, on n'a plus besoin de lui, parce que
la logique qu'il y a derrière, c'est que le plus probable, et c'est ce qu'on souhaite à tous les parents, ils partent avant leurs enfants. Donc un jour l'enfant, le plus probable, c'est qu'il se retrouve sans le parent. S'il se retrouve sans le parent, il faut qu'il soit prêt à faire sans lui. Donc le parent va... voilà. Donc c'est pour ça que des fois on parle de famille fusionnelle, vous voyez, de liens comme ça qui ne permettent pas du coup une séparation de l'enfant, un enfant qui va rester accroché à sa matrice de naissance. Voilà. Winnicott donc s'intéresse aussi au regard. Il considère le visage de la mère comme le premier miroir de l'enfant, le lieu où il construit les premières représentations de lui-même. Donc c'est un être ou un miroir réfléchissant. C'est idéaliser l'enfant, lui garantir un noyau de grandiosité qui le soutiendra. Il parle notamment de la mère qui doit être pleinement à son enfant dans les premiers mois de vie et justement qui doit avoir un lien fusionnel. C'est-à-dire dans les premiers mois de vie, c'est normal que la mère ou la personne ressource en tout cas ait un lien fusionnel à l'enfant parce qu'elle va le narcissiser. Elle va construire la part de son moi qui va lui permettre de se dire bah voilà, je suis beau, je m'appelle comme ça, j'ai telle caractéristique. Et en effet, dans l'hypothèse psychanalytique en tout cas, c'est dans cette période-là, s'il y a un trauma, un abandon dans cette période-là, on va avoir une plus grande probabilité, un plus grand risque d'évoluer vers une psychose à l'âge adulte. Ok ? Voilà donc pour le concept, la notion de contenance. On va retrouver, et alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est plus dans le sens et dans les sciences humaines, c'est-à-dire qu'on va... mais un peu comme je dirais, il y a beaucoup plus dans la politique, c'est-à-dire qu'on va avoir différents auteurs et qui vont utiliser les concepts psychanalytiques, mais différents auteurs qui vont avoir une approche différente de ce qu'on constate dans ces premiers moments de vie. Donc la fonction contenante, donc ça c'est chez Bion, comme fonction symbolisante. Donc selon Bion, l'identification projective est formatrice de l'appareil à penser les pensées. Le nourrisson est bombardé de données sensorielles confuses qu'il ne peut comprendre. Il projette alors sur sa mère cette expérience angoissante. Lorsqu'elle est suffisamment bonne, elle accueille ce que le bébé vit et lui donne du sens. Elle digère cette projection et la rend dans un format pensable, assimilable psychiquement. C'est ce que Bion nomme la fonction alpha. Ainsi, la mère contribue à la formation d'un psychisme chez l'enfant en lui prêtant son propre psychisme. Il pourra bientôt seul, son propre psychisme, il pourra bientôt seul, par la pensée, assumer ses expériences frustrantes ou angoissantes. Ce qui détoxique l'expérience, c'est le processus de symbolisation. Par contre, si, par sa capacité de rêverie, la mère ne parvient pas à détoxiquer les éléments que le bébé a évacués vers elle, ils seront rétro-injectés sous une forme encore plus terrorisante, poussant le bébé à ne pas penser, mais à halluciner ou à évacuer par l'agir. Ainsi, le contenant ne se contente pas d'une fonction passive, il opère une véritable transformation des éléments psychiques à un rôle dynamique et organisateur, à vos souhaits. Voilà, donc c'est vrai que quand on rentre dans les auteurs en psychanalyse, et puis bon, ça a quand même un peu d'âge, ça a une cinquantaine d'années. En plus, là, c'est de la traduction, c'est-à-dire que c'est des Anglais. Ça peut paraître un peu imperméable comme ça, d'autant plus que là, ils utilisent surtout une théorie kleinienne. Je vais essayer de vous résumer un peu ce qui est dit là-dedans. En gros, ce que va ressentir l'enfant, c'est des moments de plaisir quand il a le sein, et des moments d'angoisse quand il n'a plus le sein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai le sein, puis après je vais avoir faim. Et puis il a des sensations internes où il commence à connaître la faim, il va connaître le froid, le manque, et il ne sait pas d'où ça vient ou pas. L'hypothèse kleinienne, qui est très critiquée aujourd'hui, c'est que l'enfant, il va directement avoir une pulsion destructrice, une pulsion, ou en tout cas des réactions destructrices. Enfin, c'est ça, elle dit que c'est inné chez l'enfant, mais qu'il va vouloir détruire cet objet qui se refuse à lui et qui, à un moment, est vers lui. Okay, et donc, ce que dit un peu Bion, c'est que s'il y a une mère suffisamment bonne, quand on dit suffisamment bonne, c'est-à-dire qu'elle va à la fois être là les moments où l'enfant a besoin d'elle, mais en même temps être capable de se séparer de l'enfant pour le frustrer et pour qu'il fasse la séparation. Si on a une mère suffisamment bonne, l'enfant est capable de symboliser et donc de se séparer de la mère et donc de créer un monde interne. S'il n'y a pas ce miroir réfléchissant suffisamment bon, l'enfant en fait va juste introjecter les angoisses, percevoir le monde comme quelque chose qui peut une réalité qui est morcelante, qui est oppressante, et donc ne pas parvenir à faire, je dirais, un psychisme, enfin à pas développer son monde interne. C'est pour ça, notamment dans nos patientes psychotiques,
il y a d'autres patients, mais alors a priori c'est d'autres mécanismes, mais ils sont extrêmement adhésifs. Ils ont besoin tout le temps d'un tiers, en fait, pour leur prêter leur appareil psychique, pour leur permettre de symboliser, ou leur permettre une catharsis, diminuer l'angoisse, et c'est tout notre rôle de soignant. En fait, vous voyez tout de suite quand je vous parle comme ça, on dit mais c'est bien sûr. Voilà ce qu'on fait, ça donne tout le sens, mais du coup, on ne voit plus de la même façon ces personnes qui vont vous demander 5 fois par jour un moment, un problème avec un repas, un moment, un problème de douleur, un moment, un problème. Voilà. Dans l'hypothèse psychanalytique, les symptômes ne sont jamais que la manifestation de quelque chose d'autre, d'une angoisse. Ils sont polysémiques, ils peuvent avoir plusieurs sens. Okay, il y a des patients qui en effet vont vous dire que bizarrement ils vont faire plein de maux de tête alors qu'ils ont eu une frustration les 2-3 derniers jours. Okay, et puis c'est ça aussi l'importance de la psychanalyse et tout le truc, c'est que si on fait notre propre expérience subjective, on voit bien que les jours où on est extrêmement fatigué, les jours où on nous apprend qu'il y a une pénurie de soignants, qu'on nous apprend qu'il y a une 5e vague de Covid, en effet, l'angoisse peut nous amener à avoir des comportements qui vont nous rassurer. Alors d'aucuns vont manger, d'autres vont avoir une cigarette, d'autres vont avoir tendance, on dit somatiser. Somatiser, c'est quelque chose qui aujourd'hui est passé dans la vulgate, dans le langage de tout le monde, je somatise. Mais ça vient de ces hypothèses psychanalytiques-là. Et donc, des sciences humaines et de l'étude de l'expérience subjective, de l'expérience de tout un chacun. Voilà. Anzieux, auteur français, Lily Anzieux, qui lui parle du moi-peau, un autre concept. Par moi-peau, je désigne une figuration dont le moi de l'enfant se sert au cours des phases précoces de son développement pour se représenter lui-même comme moi, contenant des contenus psychiques, à partir de son expérience de la surface du corps. Voilà. Le moi constitué prend une configuration d'enveloppe qui sépare le dedans et le dehors tout autant qu'elle les relie. Le moi-peau est une interface entre le dedans et le dehors qui protège des pulsions internes ou des agressions externes. Le passage des pensées aux pensées s'effectue grâce à l'étayage de la relation contenant-contenu apportée par la mère mais aussi par l'expérience de la contenance par rapport aux excitations exogènes. Par la suite, on parlera d'enveloppe psychique pour observer les phénomènes d'interface entre le monde psychique et le monde extérieur, celui du monde naturel, des objets, des autres et de la culture, cela tout au long de la vie, dans leur réussite et dans leur raté. Je regarde. À la suite, lorsqu'elle présente des qualités adéquates, l'enveloppe psychique est réceptive et souple, tout en étant consistante et solide. Elle est contenante. En ce qu'elle évite l'éparpillement des objets internes dans un espace sans frontières et permet de lier ces objets à un ensemble plus cohérent. En ce qu'elle joue un rôle de par-excitation en évitant l'effraction du psychisme par des excitations trop grandes venues du monde extérieur. En ce qu'elle délimite le monde perceptif et le monde imaginaire, tout en mettant en relation les objets du monde perceptif et les objets du monde interne. En ce qu'elle évite l'éparpillement des objets internes dans un espace sans frontières et permet de lier ces objets en un ensemble cohérent. À vos amours. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est pas moi l'expérience que j'ai de ça, c'est que les premières fois que je disais ça, je comprenais pas, et ça m'apparaissait quelque chose de l'ordre limite ésotérique, en disant bon, qu'est-ce que c'est que ces psaumes là qu'on me sert, ça veut pas dire grand chose, mais le truc là, c'est que il y a plein de concepts en fait qui sont intérieurs et que l'auteur a déjà intégré pour évaluer en plus Et ça, c'est toutes les sciences humaines, c'est-à-dire que on va avoir des concepts, mais c'est finalement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va avoir des concepts de plus en plus complexes parfois pour expliquer ce qui nous arrive, parfois dans une forme de rationalisme, mais parfois c'est ça qui nous permet non seulement de donner du sens, mais aussi de trouver certaines solutions et de prévoir. Okay, la commune, je dirais, à la recherche fondamentale et à notre fonction de soignant, c'est de prévoir. Est-ce que ce patient va encore essayer de se suicider demain ? Est-ce qu'on peut le laisser sortir ? Est-ce que je dois augmenter, diminuer le traitement ? Est-ce que
là les entretiens que je mets en place sont efficients ou pas. Okay. Donc le but, c'est qu'on ait un diagnostic et donc un ensemble de concepts qui nous permettent de prévoir ce que vont faire ou pas. Je prends les exemples des patients borderline. Si vous émettez l'hypothèse qu'il y a chez eux un mécanisme de clivage, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à voir le monde en noir ou en blanc, de toute façon, et qu'un jour, ils peuvent vous trouver génial et le lendemain, parce que vous avez refusé quelque chose ou parce qu'un jour, vous étiez indisponible pour venir les voir, ils vont pouvoir vous jeter au pilori et s'énerver. Si vous avez ce concept en tête, vous allez pouvoir comprendre que des fois, vous allez faire un entretien, vous passez 2 heures avec eux, ils sortent de l'entretien, ils se scarifient. Et mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas que j'ai pas fait. Mais vous voyez, voilà, il suffit qu'il y ait des fois des concepts, et pour moi, voilà, la plupart du temps, on fait plus avec nos propres concepts qu'avec autre chose pour conceptuer, pour voir la maladie. Donc le moi peau, en fait, donc il y a cette notion de dehors, et donc dans la conception d'Anzieux, ce moi peau, c'est comme une seconde peau qui, encore une fois, est frontière avec voilà, qui est à la fois contenante parce que elle permet d'avoir une conception du moi. Il faut savoir que le moi, là je vais revenir aux écrits freudiens, qu'est-ce que le moi? Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition ouais. À quoi sert le moi? Vous en voyez partout, mais... Principe-vérité, ouais, oui, voilà, oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ce qu'on conscientise, qu'on oui. s'approprie. Oui. C'est ça. Il est où dans le cerveau, le moi? Cortex préfrontal. Pourquoi il ne serait pas dans la colonne vertébrale? Je vous en dis. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. C'est un concept. Et en effet, le rôle du moi, c'est de préserver en effet l'illusion de continuité et une impression du coup de réalité. Est-ce que vous existez? Est-ce qu'on existe? Est-ce qu'on n'est pas tous dans le rêve d'un géant éléphant? Non mais c'est vrai, hein, on va vraiment... On ne sait pas, si ça se trouve, vous êtes le dernier humain sur Terre, chacun, et autour de vous, c'est que des humanoïdes. Personne n'a jamais fait preuve de télépathie. Le seul moyen qu'on a de savoir qu'on est des hommes ou d'échanger ou de choses comme ça, c'est le langage et l'échange par le langage de nos expériences subjectives et de nos perceptions. Okay. Vous voyez que si je tourne comme ça la vision qu'on a de notre savoir, on comprend comment Lacan arrive à dire non, mais l'homme, c'est qu'un par lettre, c'est que du langage. Okay. Et puis bon, ça je vous dis toutes les expériences, tout ce qui est les machines à voir le mensonge chez quelqu'un ou à essayer, voilà, enfin c'est des machines qui sont extrêmement controversées et pas fiables du tout. Voilà, donc si vous voulez, dans cette conception-là, en effet, le moi, c'est ce qui vous donne l'impression d'exister, qui vous dit j'ai un prénom, je fais tel truc, je suis comme ça, j'ai tel caractère, telle chose comme ça. Qu'est-ce qui va aussi dans un autre argument qui va dans le sens de cette fonction du moi, c'est le fait qu'on est des êtres extrêmement ambivalents. Vous allez dire, allez, aujourd'hui, je me lève, je vais faire telle séance de sport, je vais faire tel truc, tiens, aujourd'hui, je décide de faire ça, et en fait, on n'arrive pas à s'y tenir. Voilà. Montaigne disait c'est un sujet vain que l'étude de l'homme, tant il évolue et tant il est versatile. Il y a un autre philosophe, je crois, qui a fait l'expérience, il a écrit pendant 3 ans toutes ses pensées et il s'est rendu compte que en fait, d'un jour sur l'autre, il n'était pas cohérent du tout, quoi. On est tout le temps, voilà. Alors on a une impression d'être cohérent, voilà, mais finalement les deux choses qui font qu'on a l'impression d'exister, c'est notre propre perception de nous-mêmes, donc notre propre représentation, la perception, représentation de nous-mêmes, et ce que nous renvoient les autres, nous renvoient les images de nos perceptions. Voilà. Donc voilà le moi, ok, à quoi il sert. Et en effet, on a tous un moi contenant, c'est-à-dire qu'on a un moi qui nous semble cohérent.
Dans le cadre d'une psychose, on n'a pas un moi contenant. On est sans arrêt, les émotions vont sortir et ça ne contient pas. Une stimulation va complètement nous traumatiser, nous effracter. Et donc ça ne permet pas, du coup, non seulement l'interaction avec tout un chacun, mais la vie en société. Donc la contenance comme un modèle de soin. Donc selon ce modèle, ce qui soigne, ce n'est pas tant de décharger par la parole ni de voir ses fantasmes dévoilés et rendus conscients. C'est plutôt faire l'expérience d'une vie émotionnelle, troublée, perturbée, douloureuse, trouvant un espace dans lequel elle est reçue et contenue. L'espace de l'analyse doit devenir un espace qui contient et qui transforme les émotions, les angoisses, les conflits, autrement dit la douleur psychique. Si la psychanalyse s'est d'abord beaucoup intéressée au contenu, les fantasmes, les conflits, les objets internes, elle a été contrainte de s'intéresser au contenant lorsqu'elle s'est tournée vers les enfants, les états limites, les psychotiques, les groupes, les familles. Car dans ces contextes, les structures contenantes ou les fonctions contenantes peuvent être particulièrement défaillantes ou souffrantes. Pareil, encore, voilà. C'est un point, en fait, ça, d'achoppement, en fait, entre l'hypothèse qu'on a aujourd'hui de la psychiatrie et l'hypothèse, je dirais psychanalytique, mais entre guillemets, l'hypothèse du sujet vu par les sciences humaines. Pourquoi ? Dans les hypothèses psychanalytiques, qu'est-ce qui fait la pathologie ? C'est pas qu'il y ait un symptôme et pas un autre. C'est pas, je prends la dépression par exemple, c'est pas, il y a tristesse, plus ralentissement psychomoteur, plus trouble des conduites instinctuelles, c'est-à-dire la personne ne mange pas ou mange trop, et insomnie pendant 15 jours. S'il y a une dépression, s'il n'y a pas, c'en est pas une. Okay ? Donc là, on est dans une vision catégorielle. Okay ? Dans la vision des sciences humaines, et c'est là où elle questionne le normal et le pathologique, ça peut arriver à tout le monde, en fait, d'avoir un moment de tristesse, d'avoir un moment... Qu'est-ce qui va faire la pathologie ? C'est non pas la présence du symptôme, mais son caractère rigide ou intense. Quand vous passez 3 jours à regarder Netflix, à ne pas voir personne, ou voilà, vous êtes dans un repli sur vous qu'on pourrait qualifier d'autistique. Vous voyez ? Quand, je vous dis une bêtise, quand, par exemple là, je vous parle quand on était hier allé aux soirées d'inauguration ou choses comme ça, on va plus avoir un versant histrionique, c'est-à-dire l'histrion, l'hystérique, c'est par définition le théâtre. C'est quelqu'un qui est là pour... c'est en société, il y a quelque chose qui est complètement dans le regard de l'autre et dans la séduction. Donc vous voyez que si on a cette conception-là, on n'est pas du tout dans les mêmes conceptions. Et donc on va déjà voir le patient différemment, c'est-à-dire un jour je peux être à sa place. C'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voit aussi dans la service psychiatrique, quelqu'un qui fait une décompensation maniaque, qui ne dort pas pendant 3-4 jours, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc on voit bien que là, il y a une limite, je veux dire, expliquer ça, il y a une biologie. Faut savoir aussi, je fais toujours ça quand je parle de la bipolarité, il faut savoir que jusqu'à la découverte du lithium, c'était des personnes qui décédaient, les personnes, parce qu'elles ne dormaient pas, on les mettait dans des bains de trèfle, on leur faisait faire des comas insuliniques, ils se réveillaient après, ils étaient encore pleine balle jusqu'à en mourir, parce que si vous ne dormez pas, vous finissez par mourir. Okay ? Ça aujourd'hui, on n'en voit plus. Faut voir c'est ça tout le paradoxe. Le jour où vous soignez quelque chose, et du coup on n'a plus besoin, on a moins besoin justement de la psychiatrie pour ces patients-là. On n'a plus besoin d'avoir ces asiles, voilà. Mais en tout cas, le lithium a sauvé des millions de vies. Et aujourd'hui, c'est vrai que on va plus être dans des formes de bipolarité qui sont la plupart du temps atténuées. Mais si je vous décris la bipolarité, je dis on dort pas, on est exalté, on est truc, on est voilà, ça peut paraître être des traits de caractère, et donc tout un chacun se reconnaît dedans. Et régulièrement, on a des patients qui arrivent en disant je suis bipolaire, je suis sûr, j'ai lu. Non, là il faut une expérience clinique pour avoir vu des vraies personnes bipolaires, pour qui ont fait une vraie décompensation maniaque entre guillemets, et où on voit que ça n'a pas de commune comparaison avec quelqu'un qui, je dirais, est soupolé, ou alors à ce qui est du domaine de l'impulsivité. Ok, quelqu'un qui est irritable, je phasonne le truc, je comprends pas dans la même journée, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Bon, comme je vous dis, si on a une conception de l'homme ambivalent, bon. Et dans le cadre de l'impulsivité, ce qui va faire le symptôme, c'est pas l'impulsivité, on peut tous être impulsifs dans nos vies, c'est que là, c'est une personne qui ne fonctionne que comme ça.
Donc encore une fois, c'est la rigidité du symptôme qui va faire l'anomalie ou la pathologie. Je vais passer un peu vite sur les groupes Balint, qui en fait sont des groupes que surtout pourquoi pas, enfin c'est un peu en fait ce qu'on fait tous les jours en psychiatrie. Alors là du coup on a pas mal de psychiatres, issus en psychiatrie. Les groupes Balint, c'était quelque chose qui avait été créé donc par Balint, qui était un psychanalyste, je crois qu'il était kleinien d'origine, où en fait vous faites des groupes où il y a un analyste, un médecin et un ensemble de soignants, peut-être médecin, voilà. Et donc en fait on va rapporter des situations et on va analyser le transfert, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été soignant ou qu'est-ce qui a été rejeté dans l'attitude ou dans la position que j'ai eue, sachant qu'un patient, il n'y a pas que votre attitude, votre façon d'être qui va influer sur le transfert et donc le contre-transfert que vous allez avoir vis-à-vis de lui, il y a aussi votre statut. Sinon votre statut, la représentation qu'il a de celui-ci. Okay, c'est pour ça que c'est pas, en effet, c'est pas la même chose quand, je veux dire, le patient voit le médecin, qui le voit comme une autorité, et que des fois il va dire certaines choses au médecin qu'il ne dira pas aux infirmiers ou aux soignants. À l'inverse, il y a des choses qu'il va dire aux infirmiers ou aux soignants qu'il ne dira pas aux médecins, parce qu'il y a une fonction de continuité et il y a un rapport qui du coup va être plus, je dirais, déjà avec moins d'enjeux. En plus, le psychiatre de sort un truc comme ça, moins d'enjeux pour le patient, mais surtout un rapport qui lui permet de voir certaines failles aussi. Okay, l'autorité vient de l'intermittence. Qu'est-ce qui fait que le psychiatre ou le cadre a plus d'autorité parfois qu'un soignant, c'est que en fait la personne le voit peu. Si vous voyez une personne peu, vous ne voyez pas ses failles. Que si vous voyez tout au long et tout, vous allez voir qu'il y a des moments où il dit quelque chose et il ne le fait pas. Il y a des moments où il est en plus dans les équipes, bon, on essaie de faire attention. Hein, et d'ailleurs, pour repasser le message, c'est le plus important, c'est de faire extrêmement attention. Fermez toujours les portes derrière vous à l'hôpital dès que vous parlez des patients. On est les premiers et au contraire c'est une preuve qu'une équipe va bien quand il y a de la cohésion, quand il y a des blagues. L'humour, c'est une façon des fois aussi de lâcher sur l'agressivité ou les situations dramatiques qu'on peut voir dans le milieu de la psychiatrie, mais il faut toujours prendre l'habitude de toujours regarder à ce qu'on est fermé derrière nous. Voilà. Malgré ça, un patient aura toujours une oreille qui traîne, verra toujours qu'en effet, outre le statut qu'on a, on est aussi des personnes comme eux. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et avoir travaillé avec eux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ? Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que patient, vous êtes arrivé ici ? C'est quelque chose qui faut se poser. Et qu'est-ce qu'on fait là, nous, en tant que soignants ? C'est toute la question ouvrienne. Qu'est-ce que je fous là ? Qui se pose tout le temps. Voilà. Donc voilà pour la contenance. Et donc maintenant on va parler de la contention. Hein, donc concept de contention. Donc le terme de contention recouvre tous les moyens mis en œuvre pour limiter les capacités de mobilisation de toute ou une partie du corps, ou pour limiter la libre circulation des personnes dans un but sécuritaire pour une personne ayant un comportement jugé dangereux ou mal adapté. Vous avez tout compris. Vous avez vu, c'est moins... On n'est pas dans le même champ lexical, c'est plus compréhensible. Et alors, il faut faire attention, parce que c'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose qu'en fait, il n'y a pas un sens derrière. Et ça, je trouve ça vraiment... je pense que le génie de Lacan, notamment, a été d'être un moment quelqu'un qui arrivait avec un certain langage qui rendait extrêmement... et une certaine génération, où il a pu transmettre certaines notions parce qu'il correspondait au langage d'une certaine génération. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de psychanalyste comme ça qui arrive à revulgariser peut-être les anciens concepts et qui, du coup, arrive à nous donner ce savoir pour qu'on crée de nouveaux concepts dessus. Il faut voir ça, c'est que l'ensemble conceptuel psychanalytique, il est en perpétuelle évolution. Parce que comme c'est un concept, on va se servir de ça et on va évoluer là-dessus. Mais un peu comme je vous dirais, quand on a des règles du jeu, ou quand on a par exemple une technique, je vais prendre... une technique, mais une théorie.
une fois qu'on s'est approprié la théorie, je vais prendre par exemple la question de l'art, quand vous faites de la guitare, ok, au début vous faites vos gammes, vous faites des... Voilà, et puis, si vous connaissez vos gammes, si vous avez été influencé par certaines choses, si vous allez créer de nouveaux concepts et de nouvelles choses qui vont pouvoir non seulement, je veux dire, être plus dans l'air du temps, mais également plus correspondre aux spectateurs qu'il y a. C'est plus ce qu'on fait en psychiatrie des fois qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes patients. On voit bien que sur une trentaine d'années, il n'y a pas les mêmes patients. On est passé de patients qui... alors, je parle pour le cas de la pédopsie, mais en pédopsie, on constate tous, on est passé d'enfants qui étaient plus dans des troubles anxieux, dans des problèmes d'introversion, des choses comme ça, à des enfants qui ont plus des problèmes d'intolérance à la frustration, d'hyperactivité. Voilà. Donc on voit que la psychiatrie, elle évolue en fonction de la biologie et du psychisme individuel, mais aussi en fonction de la société. Et si elle évolue en fonction de la société, si la société évolue, nous, en tant que soignants, et non pas en tant qu'experts, on doit évoluer en même temps qu'eux, et donc avoir des outils qui nous permettent non seulement de conceptualiser, mais de créer des nouvelles façons de voir la pathologie pour la prévoir et donc la soigner. Voilà. Donc là, je reviens toujours au truc d'avant, mais pour la contention, donc vous voyez, là on est plus dans un lexique extrêmement, en effet, beaucoup plus compréhensible déjà, mais on est dans un lexique en effet sécuritaire, on est dans un lexique de voilà la bonne conduite, d'efficacité, de transparence, et donc de protocole. Et donc ce lexique-là, c'est quand même un lexique qui vient a priori du judiciaire. Sinon du judiciaire, je dirais, la façon de prendre en charge au niveau anglo-saxon. Okay. Donc, il y a différents types de contention. La contention physique, hein, donc avec des moyens spécifiques, gilet et sangle thoracique, ceinture, attache de poignet de cheville, siège gériatrique, siège avec un adaptable fixé, barrière de lit, et des moyens non spécifiques, tous les matériels détournés de leur usage et utilisés aux fins de limiter la mobilité du corps, un drap, un vêtement, une table placée devant le siège de la personne, etc. Alors voilà, ça en effet c'est quelque chose qu'on voit, des sangles oui, mais nous en effet on n'a pas de barrière ou choses comme ça, pas des choses qu'on utilise en psychiatrie surtout ici, mais en effet la contention elle ne se pratique pas qu'en psychiatrie, elle se pratique dans les milieux en gériatrie notamment, en NSTRA, elle se pratique aux urgences. Donc elle se pratique ailleurs. La contention, donc il y a la contention chimique, les psychotropes, des médicaments sédatifs, tranquillisants ou antipsychotiques. La contention architecturale, enfermement de la personne dans sa chambre, digicode, porte d'entrée en zone sombre, etc. Bracelet de géolocalisation, bracelet anti-fugue, caméra de surveillance, ça c'est tout un tas de choses qui en effet empêchent, restreignent une forme de liberté. Et la contention psychologique, injonction collective et répétée à la personne. Okay, on mange à telle heure, le matin vous faites ça. Les permissions sont temps, voilà. Et donc ça c'est le règlement, notamment d'un service. Les règlements des services sont construits pour être aussi des choses qui préparent au sortir, c'est-à-dire préparent à la société. Et c'est ça qui est à la fois une fonction de soutenance et de contenance, pour le coup. Mais ce qu'on doit noter, c'est que certains des moyens de contention cités, en particulier architecturaux, peuvent être utilisés à contrario comme des moyens alternatifs à la contention. C'est-à-dire que parfois, et c'est un peu ce qu'on fait, changer un patient de chambre, changer parfois une certaine, ou au contraire, un patient qui, je prends par exemple le cas d'un autisme, on se rend compte que c'est un patient qui a beaucoup de mal à manger à table. Si on le décale la table ou des choses comme ça, ça va être en ouvrant cette contention-là, parfois on va arriver à changer certaines choses. Voilà. C'est important parce que c'est vrai que c'est des choses, quand on pense contention, on voit directement la contention physique, alors que en fait on est contenu par plein d'autres choses extérieures, autres que notre moi. Donc les répercussions de la contention a des répercussions physiques, psychologiques et sociales, du fait de la restriction du pouvoir d'autodétermination de la personne, de perte fonctionnelle et de l'augmentation de son degré de dépendance.
Donc, il peut en émerger un sentiment de mise à l'écart et de déshumanisation, entraînant un repli sur soi, un syndrome dépressif, une agitation, résignation à la perte de liberté et de dignité, sentiment d'emprisonnement, perte d'appétit et risque de dénutrition. Okay. Le savez-vous, attacher une personne n'a jamais fait la preuve de son efficacité pour prévenir les chutes, les blessures ou les troubles du comportement. Au contraire, l'immobilisation prolongée par une contention expose la personne au risque de déconditionnement physique et psychologique qui augmente la probabilité de chute ou de blessure. Donc, dans les études du coup, expérimentales, c'est-à-dire qu'on a mis des échelles, voilà, on a fait des contentions et celles qui en tout cas ont été mises en place, on ne constate pas, a priori, on ne constate pas de diminution globale de la fréquence des troubles du comportement, a priori, parce qu'on a mis en place des contentions régulières. En tout cas, c'est ce que dit la littérature aujourd'hui. Bon, c'est controversé, encore une fois, c'est controversé, mais en tout cas, c'est la position qu'il y a dans le registre des contentions. Les risques spécifiques de la contention physique, risque de chute, surtout de chute grave, hématome, trouble de la conscience, fracture, hospitalisation quand on est extérieur, risque d'infection nosocomiale et d'escar, risque de confusion ou d'agitation, de colère, de cris, de révolte, de peur, d'agressivité, d'inconfort, de douleur et d'épuisement. Perte d'autonomie, perte de la marche, syndrome d'hypomobilisation, incontinence sphinctérienne. Donc là, on est aussi dans le cadre de ce qui c'est une contention chronique, hein, de ce que peut emmener ça. On voit peu ça du coup en psychiatrie maintenant. Augmentation de la durée d'hospitalisation et de la mortalité, risques spécifiques liés aux moyens de la contention, blessures, asphyxie, strangulation, chute, etc. Les risques spécifiques de la contention chimique, somnolence, trouble de la marche avec risque de chute, risque d'accidents vasculaires cérébraux et décès avec des neuroleptiques, risque de déshydratation. Donc dans cette conception-là, pourquoi mettre en place la contention? Donc le recours à la contention physique doit rester donc exceptionnel, donc on n'est jamais dans le cadre du thérapeutique, relève exclusivement de situations d'urgence médicale. C'est quand on peut vraiment pas faire autrement. Par exemple, il est nécessaire de pratiquer des soins médicaux ou des examens indispensables à la personne. Un prétexte classiquement invoqué est d'assurer la sécurité d'une personne dont le comportement est estimé dangereux ou mal adapté. A priori, ça, c'est pas quelque chose qui permet de justifier une contention. N'oublions pas, il est important de réfléchir à partir de données scientifiques et statistiques et non pas d'impressions ou de fantasmes sur les conséquences de la prise de risque. Accident, demande d'indemnisation civile, poursuite pénale, analyse 2004. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même conception qu'on avait dans la première partie du cours. Pourquoi la contention? Les prétextes fréquemment invoqués. La personne présente un risque de chute quand elle se déplace. La personne déambule, un comportement d'errance. Elle entre dans les chambres des autres résidents, etc. La personne sort non accompagnée de l'établissement, sortie inopinée. La personne est agitée, violente et confuse. Se poser la question d'éventuels objectifs inavoués. Répondre à une demande sécuritaire des proches, pallier à un manque de personnel, défaut de surveillance. Donc ça, il faut en être conscient hein, quand on est en pénurie, quand on est en ce que connaissent tous les services, tous les services en tout cas, sinon les services psychiatriques aussi des services de gériatrie. Voilà, quand on est en défaut de personnes, il y a aussi une sécurité qui est à prendre en compte. C'est aussi une des choses à prendre en compte dans le domaine de la pédopsychiatrie. Moi, c'est vrai que je suis assez, avant, on pouvait protéger un enfant en fermant la porte et faire en sorte que la nuit, il n'y ait pas de déambulation ou de risque quand il était en psychiatrie adulte. Okay. Avec les nouvelles lois, on ne peut pas le faire. Ça doit être toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'exception. Okay. Donc c'est pour ça qu'en effet, voilà, moi je milite pour le fait qu'il n'y ait pas. Et puis là aujourd'hui, il y a eu, ça c'est intéressant à voir, il y a eu des recommandations là du contrôleur de gestion des lieux de privation et de liberté de 2021, là où clairement il dit à l'intérieur que les enfants et ados ne doivent pas aller en psychiatrie adulte. Clairement, il faudrait que ce soit le cas, mais clairement, que ce soit le cas partout. Au-delà de cet aspect sécuritaire, il y a aussi un aspect de, je dirais, peut-être pas le mot est peut-être mal choisi, mais de contagion. C'est-à-dire, on était un enfant avec des personnes qui, la plupart du temps, on a fait dans le service de psychiatrie, on a plus des personnes éboïdophrènes, c'est-à-dire qui sont des personnes qui ont une schizophrénie, mais en plus des traits psychopathiques. Voilà, c'est des périodes de vulnérabilité où on est en recherche de références, de repères. Est-ce que c'est adapté? Bon, voilà. Protéger les professionnels craignant d'engager leurs responsabilités face à une crainte de judiciarisation croissante des rapports avec les usagers et leurs familles. Il faut savoir que, paradoxalement, c'est souvent le cas, on a une augmentation des plaintes envers la médecine en général.
Donc en effet, on est plus tenté au contraire de protéger et de se protéger en tant que professionnel. Si vous mettez en plus là-dessus des patients qui sont de plus en plus dans l'immédiateté, si vous mettez aussi par hasard là les patients qu'on connaît en psychiatrie qui sont dans des syndromes de persécution et de paranoïa, vous voyez tous les enjeux dans lesquels on peut être et la difficulté du coup qu'il y a à mettre aujourd'hui en place cet article 84. Modalité mise en œuvre, le recours à la contention physique doit rester exceptionnel et relève exclusivement d'une urgence médicale. Si elle est envisagée, elle relève d'une prescription médicale obligatoire étayée par une réflexion multidisciplinaire. La contention est envisageable qu'en cas d'échec des autres mesures environnementales, relationnelles, pharmacologiques et lorsqu'il existe un danger élevé à court terme. La recherche préalable d'alternatives à la contention doit être systématique. La contention est l'ultime recours. Okay. Elle est réalisée par des professionnels maîtrisant les conditions de sa mise en œuvre selon un protocole précis. Et là, c'est vrai que là, je regarde Thomas, du coup, on est allé dans les services de l'hôpital, hein, notamment, mais on a vu qu'en effet, autant en psychiatrie, ça fait des années qu'on travaillait à ça, voilà, mais il faut bien savoir qu'une contention, c'est 5 points. C'est pas 2 points, c'est toujours 5 points. Je crois c'est que la ventrale, je crois je fais son contrôle, hein, qui est facultative. Voilà, ça doit être fait à 5 personnes. Et oui, mais vous voyez, donc on voit. Et oui, mais c'est tout le truc, hein, c'est que on nous dit, on nous donne des lois, des choses comme ça, voilà, appliquées, mais en pratico-pratique, quand on est dans le cadre de l'exception et de l'intolérance, on est rarement directement 5. Alors on travaille là-dessus et tout, mais voilà. En tout cas, voilà le message à donner pour une chose de l'ordre de la sécurité. Voilà, déclaration de la contention dans un registre consultable dans l'établissement, surveillance programmée, mise en œuvre et retranscrite dans le dossier de soins infirmiers, information de la personne et ses proches, vérification de la préservation de l'intimité et de la dignité, évaluation toutes les 3 heures au plus avec nouvelles prescriptions en cas de renouvellement et nouvelles recherches d'alternatives, assurer une collégialité dans la prise de décision. Voilà. Donc les modalités de cette mise en œuvre. Au niveau de notre établissement, bon, donc je vous laisserai, de toute façon je vais donner le PowerPoint, je vous le laisserai lire, mais en effet aujourd'hui, donc nous on vient présenter, moi j'ai à présenter, donc c'est soit la cadre supérieure soit moi-même, tous les 3 mois il y a un conseil de surveillance où il y a d'ailleurs la dernière était ici, où il y a le maire, il y a les représentants des usagers et où on présente les chiffres de contention et d'isolement. Vous voyez, donc c'est vraiment aujourd'hui il faut faire patte blanche en fait vis-à-vis de ça, et au-delà de ça on est très contrôlé là-dessus, et même si derrière on dit bien que c'est juste un contrôle, quand on contrôle on surveille, et donc si c'est un indicateur on a un jugement, s'il y en a plus, ben c'est peut-être que c'est pas un bon service, s'il y en a moins c'est peut-être que c'est un bon service. Vous voyez, donc il y a toute cette représentation qui est de ce côté-là, dans, je veux dire, une notion qui est aujourd'hui très qui est très américaine pour le coup, mais qui est peut-être quelque chose qui nous fait considérer le soin différemment, c'est la notion de transparence. On doit être transparent. Maintenant, aujourd'hui, les lettres de sortie, il faut que le patient, à tous les moments de la prise en charge, soit complètement capable de consentir aux soins. Voilà. Deux petites choses que je dirais par rapport à ça. La première, c'est le secret médical. Si tout est transparent, où est l'endroit où on peut confesser? Où est l'endroit où vous pouvez être vous-même? Où est l'endroit où vous pouvez dire j'ai certaines pulsions, je prends exemple pédophile, et donc par exemple être soigné, vous voyez. Alors évidemment, ça c'est un excès inverse, bien évidemment que s'il y a des paraphilies, choses comme ça, c'est pas des choses qu'on va mettre dans les dossiers ou choses comme ça, ou en tout cas pas des choses qu'on va transmettre, mais voilà, derrière il y a aussi ça, et je pense qu'il faut faire attention. Il faut, je pense, être dans la mesure. Je pense qu'avant, il y avait aussi un médecin tout-puissant
qui n'avait pas de compte à rendre et qui était, voilà, c'était pas non plus un bien, il n'y avait pas de contre-pouvoir, il n'y avait pas de débat. La plupart du temps, le sens ou la justesse, ça c'est tout le but de l'éthique et de la philosophie, c'est de trouver l'action juste. L'action juste, elle vient de la pluridisciplinarité, elle vient du fait qu'on a confronté des regards ou pas, parfois dans la colère, parfois dans même entre professionnels, je veux dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit être trouvé du sens commun, qui doit être la perpétuelle recherche du sens commun. La nouvelle loi du coup de la sécurité, de quel article, de quoi parle-t-on, comment a été modifié l'article, pourquoi revoir et modifier l'article qui existait déjà sur le sujet, pourquoi glisser cette proposition de nouvel article dans la FSS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc le 6 mars 2020, du coup, le Conseil constitutionnel, c'est pas très vieux, a été saisi par la Cour de cassation. La Cour de cassation qui est une cour du coup qu'on amène après la première cour de première instance et ensuite la cour d'appel, par un monsieur qui s'appelle Éric G, donc à Versailles, Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Les mesures d'isolement et de contention en tant que restriction de liberté doivent-elles être soumises à un contrôle judiciaire ? Donc ça, c'est l'article 66 de la Constitution. L'autorité judiciaire doit garantir la liberté individuelle de chacun. Ok ? Bon. Et ce qui se passait dans l'ancien code de santé publique, l'article L322-51-2016, à vos souhaits, c'est qu'il n'y avait pas de définition de limite de temps ou de modalité de contrôle. C'était laissé, du coup, à l'appréciation des seules équipes soignantes et, par voie de conséquence, du psychiatre. Il n'y avait pas de contrôle de l'autorité judiciaire de ça. Donc, ils ont posé cette question-là. Donc, c'était un monsieur qui, a priori, avait eu affaire à une contention qui, a priori, devait être abusive. Dans ce cadre-là, il a questionné le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a le pouvoir de revoir, c'est quelque chose qui a été changé dans les 30 dernières années, je crois, de revoir des lois qui ont déjà été promulguées pour savoir si elles sont conformes à la Constitution et les droits de l'homme. Et donc, le 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel se positionnait en disant que oui, qu'il y avait, au nom de nul ne peut être arbitrairement détenu, isolé ou contentionné en privation de liberté. Et donc, il a rendu l'article du Code de la santé publique caduc. Et il a ordonné au législateur de tout de suite rectifier ça en mettant des limites claires à la privation de liberté, des limites en temps, premièrement, mais aussi des modalités de contrôle judiciaire. C'est-à-dire que le juge, avant, n'avait pas à intervenir dans ce moment où on pourrait dire, voilà, c'est un moment où, de crise, ou voilà, ou peut-être l'hypothèse d'avant, c'est que c'était un moment où on n'a peut-être pas l'envie d'être vu, et surtout où on est dans une irresponsabilité de ces faits et gestes. Mais avec cette notion-là, cette conceptualisation-là, on est dans une restriction de liberté, donc qui c'est qui doit s'occuper de contrôler si un citoyen a une restriction de liberté ou pas? C'est le juge, c'est pas le psychiatre. Et donc il doit mettre son nez dedans. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que ça change en pratique tout ça? Parce que au-delà de ça, donc là ça fait un petit moment qu'on le pratique du coup. Donc sur la mise en œuvre des mesures d'isolement et de contention, le nouvel article précise que seuls sont concernés par l'isolement et la contention les patients en hospitalisation complète sans consentement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain il y a un patient qui est aux urgences, qui a une contention et qui après il prend un avocat et il dit on m'a contentionné en se servant de cet article-là, c'est potentiellement justifié. Bah non, oui. On a 12 heures pour mettre en soins sans consentement, mais en théorie la contention et l'isolement, si je lis bêtement cet article-là, il ne doit être fait que dans le cadre des soins sans consentement. Et les soins sans consentement, il se trouve que c'est en psychiatrie, du coup. Donc ça pose la question de l'anesthésie, ça pose la question des urgences, ça pose la question de la gériatrie. Et c'est vrai que nous, c'était le premier temps de chefferie de pôle quand je suis arrivé, on a dit ça à la chefferie de pôle, enfin il y a eu des tollés en disant mais voilà. En effet, en anesthésie, je veux dire quand vous avez quelqu'un qui se réveille et qui va détacher sa perf en se mettant en danger et tout, bon, en effet, il se pose la question comment on fait pas quoi. Bon.
Dorénavant, le psychiatre doit préciser le motif ayant conduit à la décision d'une telle mesure. Autre nouveauté, il est précisé que la surveillance soignante effectuée doit être une surveillance somatique et psychiatrique. Elle doit être tracée dans le dossier du patient, ce qui n'était pas exigé avant. Vous voyez. Alors bon, je parle pour notre paroisse et tout, c'était des choses je dirais, qui étaient, parce que même dans l'ancienne mesure contention, il y avait toutes les 2 heures regarder la conscience, les choses comme ça, quoi, et tout. Donc c'est pour ça quand je dis à dessein que, parce qu'il faut savoir qu'à Vichy, on a une, j'ai pas mis le truc parce que ça fait un peu, on se met de, enfin je veux dire, on s'auto-congratule, ouais, donc voilà, c'est pas le truc, mais en effet, on a réussi à mettre en place une diminution drastique des mesures d'isolement de conscience, parce que ça fait des années qu'en fait on travaille là-dessus. Et le docteur Berton l'a dit hier, qu'il a eu, je pense, qu'une intelligence de ce côté-là, c'est que même si lui, il a finalement peut-être une conception différente de cette contention isolement, il a réussi à avoir une évolution vers ce qu'allait être la loi, voilà. Encore une fois, ici je discute pas, on ne discute pas la loi. La loi, c'est la vérité, ok. On doit, d'ailleurs, la preuve en est, c'est où il y avait des lois avec lesquelles vous êtes d'accord, d'autres pas. Si je vous dis, je sais pas, globalement, peu de personnes trouvent les lois sur les radars ou choses comme ça hyper positives en tant qu'individu. C'est plus au niveau de la... Mais elles s'imposent à nous. Donc voilà, qu'est-ce que cela change en pratique? Donc encore une fois, la durée de l'isolement et de la contention. Avant, l'article ne précisait pas les durées limites pour lesquelles les mesures d'isolement-contention pouvaient être mises en œuvre. Désormais, une mesure d'isolement est valable pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée pour des périodes de 12 heures maximum, au plus 3 fois, soit pour une durée totale de 48 heures. Une mesure de contention est valable pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée pour des périodes de 6 heures maximum, en plus 4 fois, soit pour une durée totale de 24 heures. À titre exceptionnel, le psychiatre peut renouveler au-delà de ces durées totales, mais il devra dans ce cas en informer obligatoirement et immédiatement le juge des libertés et des droits. Ok, bon, donc ça on est un peu au courant. Chaque fois qu'on le relit, on se rend compte de la lourdeur et de l'impression de déconnexion de la réalité de nos pratiques qu'a cette loi telle qu'elle est décrite. Il faut savoir que on va, à partir du 1er janvier 2022, aller sur une déclaration à tous les coups. C'est-à-dire que dès qu'il y a une mesure d'isolement et de contention, il faudra faire toute la procédure qui emmène à la saisine du juge des libertés et des droits. Okay, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on le voit tout de suite, c'est que avant d'isoler ou de contentionner, vous pensez d'abord, mais c'est pour ça que le titre de l'intervention, c'est objectif zéro contention pour l'interrogation. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est ça. Comment contenir l'indication de la contention? Vous mettez 1000 papiers à remplir et on va tous être comme ça, à réfléchir à 2, 3, 4 fois avant de le mettre en place. Non seulement des papiers à remplir, mais en plus on va être contrôlé par un tiers extérieur représentant une certaine autorité. Donc voilà, première chose qui est très contenante, qui contient notre indication de contention. Première chose qui contient notre indication de contention. Donc ça, c'est voilà. L'avantage, c'est qu'en revanche, là aujourd'hui, on voit, on est à compter 6 heures, 12 heures, vous voyez, à partir du moment où ça passe directement, on sait qu'il va y avoir la procédure. Bon, ça pose quand même quelques questions. Je ne sais pas si j'en reparle après. Non, j'en repars pas après. On voit bien qu'il y a, parce que le problème, c'est pas, parce qu'à la limite, on dirait, bon, ça n'embête pas que la psychiatrie, ça embête les autorités judiciaires aussi. Parce que ce qu'il y a, c'est que du coup, s'ils doivent être stimulés tout le temps, ils doivent faire voilà. Ce qu'on craint et ce qui est probable qui se passe, c'est qu'en fait, quand ils vont s'organiser au niveau du JLD, le JLD, non, il va pas y avoir, enfin, il n'y en a pas 36 des JLD dans le coin. On va pas l'appeler. Enfin, d'ailleurs, ça a été, ça s'est passé à Vichy. Il y a des psychiatres qui a appelé le JLD à minuit et demi ou je sais pas quoi, ou à 2h du matin. Bon, on s'est fait recevoir. Enfin, c'est marrant à voir, voilà, mais
Mais bon, en pratico-pratique, le plus probable, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ils mettent en place un secrétariat, une messagerie mail ou un truc comme ça où on va pouvoir leur envoyer les papiers. Mais finalement, ça va devenir qu'un truc d'enregistrement. Mais même c'est sans ça, je veux dire, et puis ils verront après, ils réévalueront plus tard les trucs. Donc en fait, est-ce que en fait je veux dire, applicable dans la réalité le fait qu'il y ait à tous les coups, ben oui, on craint que de leur côté ça soit peu applicable. D'une autre, ok, on va réduire les mesures de contention. Voilà, moi je vois. Ce qui se fait actuellement finalement. Depuis Dis-moi. 2020, ce qu'on constate, c'est hyper chargé en termes administratifs. Oui. Du coup, tu repenses quand même une prise en charge globale du patient qui fait qu'on arrive à un zéro contention. Moi, c'est ça. Oui. Dans le service depuis 3 mois. Oui. Zéro isolement, zéro contention. Oui. C'était impensable il y a 4-5 ans. Et pourtant, il n'y a pas de mise en danger des patients, il n'y a pas de mise en danger des soignants non plus. Bien sûr. Donc c'est ça. C'est là où, si vous voulez. Mais alors, moi, je prêchais pour mais à quel prix aussi. Je préfère voir le côté positif. Il faut voir le côté positif, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, moi, je sais que on se connaît bien, Thomas. Je sais que tu réfléchis comme ça, mais tu réfléchis comme moi, c'est-à-dire qu'en effet, il y a toujours des côtés positifs, côtés négatifs. C'est-à-dire que d'un autre côté, on est quand même dans une période où on ne trouve pas de soignants. On trouve pas parce que voilà, c'est au prix de la tolérance, au prix de l'endurance des soignants, surtout d'agressivité, des menaces. Enfin, il leur faut une capacité pour le coup de contenance et une capacité à faire avec, à prendre plus de temps. Et puis attention, on est à Vichy. Vichy où ça a été travaillé depuis des années, Vichy où on a une architecture qui permet ça. Et Vichy, où pour le coup, il y a moi, c'est pour ça aussi que là pour le coup, allez, on va surtout qu'on gratule un petit peu, mais c'est pas partout possible. Il y a, on va dire, par exemple, c'est une réalité, à Montluçon, c'est pas bête et possible, ils se sont positionnés en disant que ce n'est pas applicable. Ils ont fermé les soins sous contrainte. À partir du 1er janvier, il n'y a plus de soins sous contrainte à Montluçon, dû à l'application de cet article-là. Donc vous voyez à quel point en plus on est pris en une forme entre le marteau et l'enclume, et qu'en même temps, voilà, on sait, c'est pas que pour ça, il y a globalement un désintérêt global du public, cause crise Covid, cause truc, cause machin, mais il faudra en effet d'ici 1, 2, 3 ans voir si on arrive à recruter ou pas de manière pérenne, et si on arrive, alors ça va transformer nos pratiques en effet, mais voilà, si en effet un soignant ne se sent pas en sécurité, oui, il y a un travail à faire sur soi, et c'est tout le boulot en psychiatrie. On a une capacité d'absorption, je dirais, forte. Et pourquoi il y a cette capacité d'absorption ? C'est pas, il y a une capacité d'endurance, ça, je suis d'accord, il y a un truc naturel. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'il y a des concepts derrière. Et il y a des personnes qui ont des principes. L'hypothèse de la psychiatrie, c'est que derrière le symptôme, y compris l'agitation, il y a une souffrance. C'est une hypothèse, mais on la partage. Point. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire quelque chose. Donc, derrière, en effet, il y a encore une fois l'endurance de personnes, des personnes qui travaillent et qui ont des principes, des choses qui leur permettent de faire face à ça. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Un sentiment d'insécurité, il n'est pas des fois, on est en insécurité. On est en insécurité. Et quand, en plus, vous n'êtes pas assez nombreux pour faire les choses, et là je parle, on a eu un national et tout, est-ce qu'on va réussir ? Donc voilà. Bon, le fait est que, regardez, on revient au début, la loi s'impose. C'est pas, dans notre organisation, c'est notre réalité, c'est le principe de réalité en effet. Celui que nos patients ont parfois du mal à faire avec, nous, on est ce tiers qui permet de faire avec. Okay, voilà. Mais non, c'est pour ça aussi que tout on est conscient, puis en plus maintenant vous voyez un petit peu de toute la dentelle et toute je veux dire la capacité d'abnégation qu'il faut pour travailler et trouver des nouvelles choses. En revanche, ça va être à nous de créer. Comment créer et à Vichy, attention, on arrive à mettre les choses en place. Okay.
qu'est-ce que cela change en pratique ? Donc sur le contrôle des mesures, donc le juge des libertés et de la détention doit être informé immédiatement par le médecin psychiatre en cas de renouvellement d'une mesure au-delà des durées totales fixées par le texte, donc on en a parlé. Le JLD peut se saisir lui-même ou être saisi par le patient ou son entourage ou le procureur de la République, suite à quoi il doit statuer dans un délai de 24 heures. Donc là, on a déjà vu, je veux dire ça, en pratico-pratique, ce que fait quoi ? Ça fait que un patient qui est sur, je dirais, une décompensation maniaque, qui par hasard a au téléphone le juge, il va se tenir quelques secondes et il va dire, écoutez, on est en train de m'enfermer à juste titre, c'est une privation de liberté, et voilà. Et puis une fois que le patient a dit ça, le juge qui connaît rien et tout, va écouter un patient qui est normal, qui est à peu près normal, il lève le truc, sauf que nous, et tout de suite après, la personne ressort. Vous voyez, en pratico-pratique, on se retrouve dans des c'est ubu, c'est ubuesque. Quand on dit ubuesque, c'est-à-dire qu'on est dans des situations où on marche complètement sur la tête, tout le monde en est conscient. Enfin, je veux dire, tout le monde voit le problème, mais bon, on doit respecter la loi, donc on arrive à faire ou pas. Alors en plus, il y a quelque chose aussi, et ça c'est un peu la pratique locale, il faut savoir qu'il est plus rapide de refaire un soin sous contrainte que de faire un appel à une levée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a la loi et il y a la pratique. Quand vous avez un soin sous contrainte qui est levé, en gros, il y a soit vous refaites faire le soin sous contrainte par un autre psychiatre avec un autre tiers ou chose comme ça, soit vous faites appel de la décision du juge en disant non et vous gardez. Voilà. Il faut savoir que les juges d'appel, ils n'ont pas que ça à faire, quoi. Donc la plupart du temps, il est plus rapide. Et donc rapide, c'est pas simplement dans un point de vue d'utilité ou de fonctionnement des services, juste comme ça. C'est qu'il y a un patient qui, s'il sort, il se retrouve avec des conduites à risque. Là, j'ai une idée en tête, voilà, on ne peut pas les sortir, donc il est plus rapide de faire appel à un nouvel avis psychiatrique et remettre en place un soin sous contrainte. Okay. Et donc voilà, donc on est un peu dans des choses comme ça. Avec nous, on va dire qu'on est content, nous, d'avoir l'appareil psychique assez adaptable pour arriver à faire avec ça. Mais en effet, des fois, on se retrouve dans des choses qui nous paraissent être des injonctions paradoxales qui peuvent nous provoquer une angoisse de morcellement. Voilà, le JLD, statut sans audience sur une procédure écrite. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit. Alors l'audition du patient ou du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou en cas d'impossibilité avérée par communication téléphonique à condition qu'il y ait expressément consenti. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. Donc, vous voyez, donc on se retrouve en plus dans des choses très ambivalentes, c'est-à-dire que est-ce que le patient est visible ou pas, est-ce que du coup nous on estime que du coup il n'est pas visible de toute façon, et donc on met toujours un avis médical en disant il n'est pas visible donc vous ne pouvez pas voir ou pas. Bon. Nous là en pratique ça n'a jamais été le cas, c'est soit on a un patient qui est au fin fond soit qui veut pas voir le juge, mais soit qui est au fin fond de son lit, c'est dans ce cas là où il peut pas voir le juge. S'il peut parler, a priori il peut voir le juge, pour nous, donc mais vous voyez que c'est très subjectif, là c'est subjectif, c'est-à-dire que ça dépend de la pratique où vous en êtes tout par rapport à ça. En janvier, le patient pourra demander à voir le juge en présence. Voilà, c'est ça. Et alors là, on va voir comment, parce que nous, finalement, voilà, mais ça va être ça, quoi. Il pourra surtout prendre son téléphone et contacter directement. Alors, ça, c'est déjà le cas, mais il pourra demander, en effet, est-ce que le téléphone, ça ne suffit pas, quoi. Voilà. Bon, on va voir, je veux dire, on va voir, je pense qu'en effet... voilà, et alors il faut savoir quelque chose, on pourrait dire oui, mais alors les patients, mais les patients, nous on a le devoir de les informer qu'ils peuvent faire ça. Ok, on pourrait dire bah oui, mais est-ce que ça va être ambigu ou pas? Bon, voilà. Non, les patients. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y en a la moitié qui comprennent pas. Je veux dire, enfin la moitié, je suis un peu, je sais pas d'où elle sort cette stat là, c'est juste une impression. C'est pas ça, c'est qu'il y a des personnes, quand vous leur dites vous allez voir le juge, enfin je veux dire, elle dit mais qu'est-ce que je veux, non je veux pas voir le juge, et même des fois dans des angoisses de persécution, donc en effet ils veulent pas aller voir donc là dans ce cas-là ils comprennent pas.
ça questionne l'irresponsabilité psychique, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a, on a un logiciel là, qui, nous, en tant que évoluant dans le monde de la psychiatrie, et surtout de culture française, il faut savoir quelque chose qui différencie la culture française de la culture anglo-saxonne. Quand vous êtes aux États-Unis, quand vous avez un épisode psychotique et que, par exemple, vous faites un trouble de la sûreté, vous allez dans un hôpital psychiatrique pénitentiaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes malade que vous n'allez pas faire votre peine. Ok ? Simplement, vous allez aller dans un endroit particulier. Vous n'allez pas dans un... En France, c'est pas ça. En France, si vous avez une irresponsabilité pénale, vous n'êtes pas responsable. Donc, vous n'avez pas de peine. Ce n'est pas... Vous voyez ? Donc là, en effet, on est dans des choses où est-ce qu'un patient est capable d'avoir un consentement ou pas ? Aujourd'hui, on est dans le truc de tolérance. Aujourd'hui, on évalue le consentement à tous les quarts d'heure. Voilà, quand on part du principe que l'homme est ambivalent, quelle est la fiabilité d'un consentement ? Bon. Pourquoi je vous dis ça ? C'est vraiment pour on est des soignants, on est des cliniciens avant tout. La clinique, c'est la réalité. Et la réalité, c'est pas la loi. Et on voit donc il faut tout le temps discuter ce qu'on a. Bon. Voilà, donc là vous avez un petit résumé voilà. Application locale. Application locale, donc je vais pas, là du coup, vous connaissez, je vais passer, je m'étais dit que si jamais il y avait eu, tu sais, des gens du somatique, j'aurais montré tout le déroulé que vous pouvez trouver dans les services. Vous verrez, il y a 5-6 trucs à faire. Enfin, bon, nous, quand on a vu la présentation l'an dernier du CGLPL, au moment, elle nous avait dit oui, il faut arrêter, c'est juste un mail à envoyer. Vous avez dit ça là au moment de la question. Elle m'a dit ouais, c'est pas trop ça. Il doit y avoir 6-7 documents à faire. Enfin, bon, pas ça. Bref, on le fait. Alors, le modèle SafeWard, donc Len Bowers, du coup, c'est un professeur de soins psychiatriques infirmiers qui travaille au King's College de Londres. Dans le début de sa carrière professionnelle, il est en poste dans un hôpital psychiatrique du sud de la banlieue londonienne, où 2 services ayant une fonction et une patientèle similaire partagent le même étage. Toute ressemblance avec des services connus. Il fera le constat que ces 2 services comptaient des taux de recours aux contentions très différents, l'un d'eux pouvant doubler par rapport à l'autre. Okay. Il émet donc l'hypothèse qu'il existe dans un des services des attitudes soignantes et des conditions environnementales qui sont favorables à une meilleure gestion des situations de crise et donc de la sécurité du personnel soignant comme de la patientèle. Ces attitudes et conditions préventives et garantes de sûreté pourraient, si elles étaient révélées, c'est-à-dire si on arrivait à identifier être appliquées à des unités psychiatriques de populations diverses, enfants, adolescents, sujets âgés, réhabilitation. Okay. Donc, c'est important parce que donc c'est un infirmier en fait qui constate ça là où il travaille, et donc il va avoir l'idée d'élaborer des notions de comportement conflit et des mesures de contenance qui sont sous-tendues par 2 arguments principaux. Premièrement, les patients qui produisent un type de comportement conflictuel sont plus enclins à produire les autres, c'est-à-dire que ces comportements sont produits au sein des patients. Quelqu'un qui a tendance à insulter, il va être plus enclin à probabilité qu'il fasse une agitation, mais qu'il fasse une fugue, et aussi qu'il fasse des épisodes de scarification. Il faut savoir par exemple aussi, que les 2 troubles de personnalité qui sont le plus pourvoyeurs de troubles somatoformes, ou psychosomatiques, ou plein de multiples choses comme ça, c'est les borderline et les antisociaux. Okay. Tout cluster, les histrioniques aussi, mais tout le cluster dramatique, quoi. Donc vous voyez que... Voilà. Donc ça corrobore l'hypothèse de Len Bowers. Deuxièmement, différents conflits et mesures de contenance sont regroupés au sein des services. C'est-à-dire que les services qui ont des taux élevés d'injection intramusculaire par coercition de patients ont aussi des taux élevés de consignes de surveillance accrues. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'il met en place. Et donc, il va élaborer un modèle d'élaboration de service. Alors, il faut savoir que moi, c'est un modèle que j'essaie de présenter par-ci par-là, mais moi, je m'en sers tous les jours, en fait, dans le service de ce modèle-là. C'est un modèle qui, du coup, ne va pas en prendre en compte que
le patient dans son histoire clinique, développementale et donc son diagnostic, mais également les staff modifiers, donc les modificateurs de l'équipe soignante, c'est-à-dire de l'état de l'équipe soignante, les modificateurs chez les patients, donc les pairs qu'on a en place, et 6 autres domaines qu'il appelle les domaines d'origine de conflit. Et donc, c'est une façon, du coup, grâce à ça, il a organisé ça, mais donc, du coup, quand vous réfléchissez comme ça, vous n'allez forcément pas prendre en charge de la même façon un patient schizophrène si vous avez une pénurie d'effectifs médicaux, si en fait il y a 3 toxicomanes qui sont arrivés, si voilà, vous voyez, vous allez avoir vraiment une vision il y a d'autres dimensions que l'histoire développementale du patient, sa clinique, et donc dans un rapport strictement individuel avec le patient. Ok. Voilà, donc vous voyez que en fait, va y avoir donc les modificateurs soignants qui peuvent intervenir à différents, les flashpoints et les conflits et les containments, c'est-à-dire que les soignants, globalement l'équipe de soignants ici, va pouvoir intervenir en amont de situations de crise, mais en aval aussi, ok, vont pouvoir intervenir en amont ou en aval d'un conflit, c'est-à-dire du moment où il y a un passage à l'acte, je dirais, et vont pouvoir intervenir aussi sur le moyen de contention lui-même, quel qu'il soit. Okay. Le patient, lui, peut intervenir, ou en tout cas les pairs PNRS peuvent intervenir en amont et en... Pardon, une bêtise. Je confonds avec l'autre domaine. La patient modifier, c'est le patient lui-même. Le patient peut intervenir en amont et après la situation de crise pour ne pas aller au comportement conflit. Ok. C'est ça, les patient modifiers, c'est le patient lui-même, ses caractéristiques, ce qu'il fait ou pas. Et donc on a ces 6 domaines-là qu'on va voir juste après. Alors attendez, je crois que là, je vous définis ce que sont les points de crise ou les flashpoints ici. Donc ce sont des situations sociales ou psychologiques découlant des caractéristiques, des domaines originels, signalant ou précédant la survenue de comportements conflits. Le modèle indique qu'il existe un ensemble de facteurs originaires du conflit que l'on peut regrouper en domaines d'origine. Ces facteurs peuvent mener à l'émergence de points de départ de conflit, qui eux-mêmes peuvent déclencher le comportement conflit, qui emmènera aux mesures de contention. Il existe une relation dynamique entre le comportement conflit et la mesure de contention, qui, au lieu de prévenir, peut lui-même le faire émerger. Le comportement conflit dans une boucle interdépendante. Enfin, le modèle montre que les équipes peuvent influer sur les taux de comportement de conflit et de mesures de contenance dans leur service à tous les niveaux, en réduisant ou en éradiquant le conflit du domaine originaire, en prévenant la survenue des points de crise, du coup, ou en coupant le lien à celui-ci. Bon, tout ça, dans ce schéma, ça se comprend bien, c'est qu'il y a une notion d'entraînement de chaque point ici. Il y a en gros les prémices de l'agitation. Voilà, quand vous venez nous voir en disant le patient est irritable, c'est un truc. Donc là, on est dans le flashpoint, pendant le point de crise. Quand il y a le conflit, c'est bam bam, ça a pété. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à désamorcer ou est-ce qu'on va aller jusqu'à la mesure de contenance? Okay. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate tout le monde. C'est formalisé par ce modèle-là d'une autre façon. Les 6 domaines sur lesquels on peut influer et auxquels peut-être voilà. Les domaines de l'équipe soignante. Donc l'équipe soignante, c'est par exemple, on va repérer quel est le soignant référent, quel est le bon objet, quel est le mauvais objet. Le bon objet, le mauvais objet, quand on parle de ça, c'est le soignant que le patient ne va pas aimer ou au contraire le soignant qui va avoir un lien avec lui. Donc on voit que c'est des choses qu'on peut influer sur le domaine de l'équipe soignante. C'est là aussi où on voit le nombre de soignants, leur état de fatigue, leur état de... Donc ça, on évalue ça. Et c'est vrai qu'on ne va pas voir de la même façon la prise en charge en fonction de ça. Le domaine de l'environnement physique. Et dans l'environnement physique, il y a non seulement... je dirais la chambre, comment elle est organisée pour le patient. Donc c'est dans le cadre de ça qu'on a mis en place son apaisement, mais il y a aussi l'architecture de l'hôpital. Voilà, si on sait qu'un patient en allant à tel endroit, ou si par exemple il y a une clinique qui est montée à côté d'un bar,
il y en a d'ailleurs dans le coin et tout, forcément ça va emmener à certains enjeux. Le domaine extérieur à l'hôpital, c'est à évaluer, c'est est-ce que le patient a eu une lettre, est-ce qu'il a eu un deuil, est-ce qu'il a accès à ses proches ou pas, et ça on va jouer là-dessus, mais en effet, si on est au courant que il vient d'avoir une mauvaise nouvelle, on va pouvoir se dire qu'il risque de passer à l'acte. Le domaine de la communauté des patients a été évalué aussi, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec des pairs qui peuvent être aidants ou au contraire qui vont emmener à ou alors qui vont parfois même déclencher une omerta, je veux dire donc là c'est vrai qu'on discutait là remettre en place des relations soignants-soignés, ça c'est des choses qui permettent justement de lutter contre, on va dire, le sentiment qui est... parce qu'il y a un pouvoir qui s'exerce sur les patients, mais le sentiment qu'on est exclusivement dans une relation en prison et, je dirais, dictateur, choses comme ça. Voilà. Les domaines caractéristiques individuels du patient, ça c'est finalement ce qu'on fait tout le matin en transmission, c'est toute l'histoire, la pathologie, voilà. Et enfin, le domaine du cadre réglementaire, qu'on voit que ça influe dessus. Tous les moments où vous allez avoir des changements de cadre réglementaire, article 64, ça va être des moments où on a un risque d'augmentation des passages à l'acte. Et quand je dis passage à l'acte, c'est pas ici que passage à... Pour lui, dans les conflits, il n'y a pas, encore une fois, que les fugues, que les passages à l'acte, il y a aussi, pour lui, les insultes en font partie, les refus de traitement. Vous voyez, ça c'est tout un tas de choses qui sont dans la même chose. Donc, si un refus de traitement tombe là-dedans, ça veut dire que c'est pas normal, c'est qu'on n'a pas une bonne alliance avec un patient quand il refuse déjà le traitement. Donc, comment on peut travailler ça dessus ? Voilà, pour vous décrire finalement, donc ça c'est le cas de Yoma, et on va finir, on va finir là-dessus. Donc Yoma, qui est un patient que vous connaissez bien, qu'on connaît très bien, on le connaît. Je vais vous dire son histoire du coup, et vous allez le reconnaître. Donc c'est un patient qui a été adopté quand il avait 2 ans par une mère qui était éducatrice, qui avait 6 enfants. Il a été adopté, donc lui il venait d'Amérique du Sud. Et c'est un patient qui a commencé à décrire des troubles au-delà de l'adolescence. Alors qu'il était décrit enfant comme un patient plutôt appliqué, plutôt, je veux dire, calme comme enfant. Mais il a été, encore une fois, adopté dans cette période charnière, là, du coup, aimer la psychose ou pas. Il a essayé d'être, je veux dire, pris en charge par des éducateurs, voilà, et vers 19 ans, ils sont un peu dans la toxicomanie et ils développent des premiers troubles du comportement, mais à type de problèmes médico-judiciaires. Et puis il arrive avec des délires mégalomanes, des choses comme ça. C'est un patient qui a en même temps des traits psychopathiques. Il va avoir, je crois, à l'époque où on en était, il avait fait une 20aine d'hospitalisations. Est-ce que vous repérez qui c'est ou pas du tout? Ça va. On n'a pas, hein. Je peux donner peut-être les initiales. Il faudra faire un bip du coup au montage. F. Non, tu l'as pas. Bon, tu pourras couper India, c'est quand tu veux. Donc c'est bon, c'est cool. C'est Aymeric Fournier. D'accord. Voilà, donc vous êtes dans le... Tu le connais du coup, Daniel? Ouais. Donc bon, moi en fait, là pour la... Hein? Bah ouais. Et oui. Alors voilà, alors faut ça, vous voyez, alors bon, faut bon voilà, donc je parlerai de Yoma dans la suite, tu peux redémarrer, India. Je parlerai de Yoma dans la suite. T'as pas besoin de... D'accord. Donc en fait, donc Yoma, du coup, moi je l'ai rencontré quand j'étais interne à VO. Et c'était un moment en fait où il y avait un changement de médecin, c'est-à-dire que le chef de service partait, donc l'équipe était à mal de ce côté-là. Je pense pas qu'il y ait eu de truc, voilà. Là-dessus, donc c'est moi qui l'ai pris en charge à ce moment-là. Là-dessus, il y a eu en même temps l'entrée d'une patiente bipolaire dont on a déjà évoqué tout à l'heure. Voilà, elle est rentrée à ce moment-là. C'est une patiente qui quand elle est pas bien, en plus bon, elle est plutôt mignonne, hein, je veux dire, voilà, donc en effet elle était hyper sexualisée, je veux dire, dans ses comportements, lui il était là, et ça a emmené tout ça à vraiment il était devenu tout puissant dans le service. Il insultait les soignants, il y en avait qui pouvaient rentrer par rentrer. Alors on voit, enfin tout de suite ça arrive régulièrement quand entre guillemets un patient arrive à prendre entre guillemets en otage les unités de soins intensifs, hein, ça arrive, voilà, et ça a amené
à une contention. Et à ce moment-là, en effet, c'était le chef de pôle qui était venu, tout le monde était venu, et donc on avait mis en place une contention parce que c'était plus possible. Et donc là, on était dans l'hypothèse, en effet, d'une contention qui va le rassurer, le soigner. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible encore de faire des choses comme ça ? Si, parce que limite ça avait été du coup, on avait dit bon voilà, on va y aller ce jour-là parce que c'est plus possible. Et en effet, hein, il piquait le repas de tous les patients. Et vous voyez, quand je décris ça, on voit que c'est les comportements de toute puissance, ça, les comportements tyranniques. Et plusieurs patients peuvent avoir ça quand ils passent dans la toute puissance, dire bah, finalement, quelqu'un qui a tout pouvoir a le droit de jouir de tout, c'est ça la toute puissance. Donc ils arrivent à ce endroit-là, et bon. Et donc en effet, ça a été extrêmement compliqué. Donc moi, en effet, après, quand je suis parti du service, j'en ai fait mon mémoire de DES. Et c'est là où j'ai fait des recherches pour voir qu'est-ce qui aurait pu éviter ça. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai eu vent de ce modèle SafeWard. Et où, du coup, là, je vous ai représenté, via les 6 domaines, tout ce qu'on aurait pu isoler qui a amené au déclenchement de cette agitation, en fait. Voilà. Okay. Donc on voit par exemple que dans les équipes soignantes notamment, ce qui avait amené, en tout cas il y a eu un jour où ça avait été extrêmement compliqué, et ça qui avait amené, c'est qu'on lui faisait doser ses toxiques urinaires. Donc c'était forcément un point de conflit, parce que du coup on allait se rendre compte que dans les permissions, voilà, on le voit régulièrement, il avait consommé du cannabis, alors que voilà. Il y avait eu un refus de requête de demande de réponse du préfet. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui avait été essayé, c'est tout le problème avec les patients un peu comme ça, égoïdophrènes, c'est qu'ils sont toujours entre la justice et la psychiatrie. Et donc, nous, quand ils arrivent, s'ils ne sont pas sur un épisode délirant franc, en effet, le psychiatre, ce qu'il peut essayer de faire, c'est de sortir. Lui, je crois qu'il était je crois qu'il avait un bracelet électronique ou. Enfin bref, en tout cas, le juge ne levait pas. Alors qu'on essayait de faire lever. Donc il y avait eu un refus du préfet de lever la mesure, alors qu'on était plus dans le fait d'essayer de le faire sortir. On avait commencé des passages en secteur libre, et en effet, non, ça n'avait pas été levé, donc ça l'avait affreusement frustré. Dans l'environnement physique, c'est tout le problème architectural qu'on a du coup, c'est qu'il était dans une chambre qui communique avec le secteur libre. Tu vois cette chambre-là, et ça c'est vraiment un problème architectural qu'on a dans cette unité-là, c'est que du coup les patients ils peuvent se passer du cannabis. Permission avec, il avait une permission et où il y a eu une consommation de THC, on l'avait vu revenir, on voyait bien qu'il avait des propos qui allaient dans ce sens-là. Voilà, au niveau de l'extérieur de l'hôpital, il y avait eu un contact avec son curateur pour des cigarettes, et le curateur avait refusé aussi parce qu'il n'y avait plus d'argent. Communauté de patients, donc on avait dans la communauté de patients, qu'est-ce que je vais vous mettre ici, turnover de l'équipe médicale, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ça je sais pas pourquoi je l'ai mis ici, pour le coup ça fait pas partie de la communauté de patients, mais bon, on avait un PHC qui quittait le service. Oui, à ce moment-là, en plus, le praticien qui était référence attaché, il était en vacances. Donc forcément, voilà. On avait eu une entrée d'un patient hétéro-agressif, l'entrée d'un patient paranoïaque et l'entrée d'une patiente bipolaire en phase maniaque qui l'avait excité. Donc en plus, il voulait faire le coq. C'était magnifique. Enfin, c'était magnifique. C'est pas magnifique du tout, mais ça faisait rire personne. Hein, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'en effet, dans les permissions, et c'était un symptôme, quand vous voyez quelqu'un à revenir habillé en perroquet avec l'as de pique, basket fluo, il était revenu comme ça pour la séduire, en effet. Mais il était dans toute la pathologie, c'est-à-dire dans une vision altérée de ce qu'il pourrait mettre en place pour séduire. Et qui n'était pas, qui pourrait paraître ridicule, c'est pas le truc, mais qui faisait que ça le faisait délirer d'autant plus. Voilà, c'est quelqu'un qui a des délires mégalomaniaques, en plus d'hallucinations synesthésiques. Il va parler je crois que le truc, il parle d'un tuber. Enfin, il aurait quelque chose qui est à l'intérieur de lui et qui régulièrement, quand il va pas bien, il va le bouffer de l'intérieur. Enfin, il y a des trucs comme ça qui viennent. Bon. Alors que quand il y a un patient qui a des traits psychopathiques, pour arriver à ce qu'il vous dise ça, il faut des années d'hospice pour arriver à faire un lien de confiance et tout. Il va le dire à une hospice, l'hospice d'après, il est dans la persécution. Bon.
Voilà, poussée délirante au milieu de tout ça. Et enfin, dans le cadre réglementaire, mise en place d'un SSCDRE. Oui, donc vous voyez, je me rappelle maintenant. Donc en fait, non, il y avait eu une mise en place d'un SSCDRE qui avait été, refus de levée de soins par le préfet, et traitement forcé, introduction du traitement sédatif, augmentation de l'oxapine et adjonction de lévomépromazine. Donc c'est des moments où il y a des changements de traitement. Et pareil, les changements de traitement, c'est des moments où on peut en aller plus. Voilà, donc c'est pour un peu vous montrer le modèle SafeWard. Bon, voilà, là ça dit un peu une revue de 5 ans qui montre qu'il peut y avoir des applications, mais en effet, ils ont fait des études qui montrent qu'il y a une diminution grâce à l'application de ça, pas que ça. Je vous laisserai lire. Je vous laisse un petit temps du coup, vous voyez, c'est bon, on va y être. Un petit temps si vous avez des questions, du coup, diverses ou des remarques plutôt, vis-à-vis du cours. Voilà, sinon on arrive à la fin, du coup. Voilà.